Dans l'excursus que nous avons consacré à la composition, nous avons rappelé qu'au début de la Renaissance, les théoriciens de l'art et les artistes italiens, comme Leon Battista Alberti, ont très tôt tenté de comparer l'art de peindre des artistes modernes à l'art de discourir des orateurs anciens. Parmi les 5 parties de l'art oratoire, on l'a dit, qui est l'art de prononcer de bons et de beaux discours, l'inventio, invention, est la première des 5 grandes parties de la rhétorique. L'invention désigne le choix de la matière à traiter dans le discours, et par extension, dans toute œuvre d'art. Elle regroupe 2 questions. Le sujet, ce dont il faut parler, et les lieux ou arguments, c'est-à-dire la manière dont on va mettre en valeur le sujet. Dans le premier cas, l'invention d'une œuvre renvoie aux idées forgées dans l'esprit du peintre pour la concevoir et l'exécuter, mais aussi à l'ensemble du processus préparatoire formulant ces idées, c'est-à-dire les dessins réalisés par le maître, qui dans ce contexte prennent le nom d'esquisse, un terme tiré de l'italien schizzo, comme le rappelle Roland Fréard de Chambray en 1662. Esquisse. Ce terme est encore tout italien, quoiqu'il soit présentement fort intelligible en français. C'est comme un premier crayon ou une légère ébauche de quelque ouvrage qu'on médite encore. L'italien dit schizzo. L'esquisse est un travail qui se situe en amont et en aval de l'invention. En aval, car elle permet de matérialiser et de visualiser les idées qu'un artiste a en son esprit. Et en amont, car cette matérialisation et cette visualisation permettent à un artiste de les tester, mais aussi d'avoir de nouvelles idées. Un peu comme, pour réfléchir, il est parfois nécessaire de coucher sur le papier ses propres idées. C'est ce qu'exprime l'amateur d'art français Roger de Pile. L'esquisse est un petit tableau qui contient en raccourci, dans toutes les parties de la peinture, tout ce que l'on peut peindre en grand. C'est proprement le guide de l'ouvrier et le modèle de l'ouvrage. Le peintre y doit mettre non seulement tout son feu pour l'invention, pour la disposition et pour le clair-obscur, mais encore y arrêter toutes les couleurs, tant pour les objets en particulier que pour l'union et l'harmonie du tout ensemble. Cette invention de l'œuvre, avant son exécution, est le plus souvent conçue par le maître dans son atelier, qui peut ensuite en confier l'exécution à ses assistants ou ses élèves. Pour cette raison, est considéré comme l'auteur d'une œuvre celui qui invente une œuvre, même lorsqu'il ne la réalise pas concrètement. C'est évident dans le cas de la gravure, où assez souvent l'estampe est inventée par un artiste et gravée par un autre. Ainsi, cette estampe porte 3 signatures. En bas à gauche, il est précisé de façon abrégée que Raphaël a inventé le dessin qui a servi de modèle. Raphaël Urbinas invenit, ce qui veut dire Raphaël d'Urbain l'a inventé. En dessous, nous lisons qu'Antonio Salamanca l'a publié. Antoni Salamanca excudit. Antonio Salamanca l'a fait graver. Quant aux cartouches, dans le coin inférieur droit, qui est davantage mis en valeur que les 2 autres signatures, il comporte la date d'exécution, 1543, et le monogramme AEV, renvoyant ici au graveur italien Enea Vico. Mais le même raisonnement vaut pour la peinture. Nous savons de façon quasi certaine que la transfiguration de Raphaël n'est pas achevée au moment de la mort du maître le 6 avril 1520. Le tableau a donc été achevé par un ou plusieurs assistants. Mais il est, en un certain sens, absurde de vouloir rechercher à distinguer des mains différentes, alors que le tableau est de l'invention de Raphaël, qui en est donc l'auteur unique, au moins au sens ancien de ce terme. Mais si l'invention concerne d'abord les idées d'une œuvre, elle regarde aussi la manière dont on va les mettre en œuvre, les mettre en valeur, d'un point de vue spécifiquement visuel. Pour le dire autrement, l'invention, pour un artiste, consiste dans la manière dont cet artiste pense choisir et organiser la matière de son œuvre. Il arrive fréquemment, dans la peinture d'histoire notamment, qu'un peintre soit tributaire d'une invention initiale issue d'une source textuelle, comme les évangiles ou les métamorphoses d'Ovide. Dans ce cas, un bon peintre doit faire le choix, parmi l'invention textuelle qui lui est proposée, de ce qu'il va représenter et de ce qu'il ne va pas représenter, mais aussi des manières dont ce qu'il va représenter sera représenté. Le passage de cette invention textuelle à une invention visuelle a souvent été comparé par les théoriciens de l'art à un exercice de traduction,
comme l'explique par exemple le peintre anglais Joshua Reynolds. L'invention d'un peintre ne consiste pas dans l'invention du sujet, mais dans la capacité de former le sujet dans son imagination en l'adaptant au mieux à son art, même s'il est emprunté à des poètes, à des historiens ou à la tradition populaire. Pour cela, il lui faut beaucoup travailler, peut-être plus encore que s'il avait inventé lui-même l'histoire. Il doit en effet suivre les idées qu'il a reçues et les traduire, si je puis utiliser cette expression, en un autre art. C'est en cette traduction que consiste l'invention du peintre. Il lui faut d'une certaine manière refondre le tout et le modeler en fonction de sa propre imagination. Pour que le peintre puisse se nourrir du sujet, il doit d'abord l'avoir fait passer par son esprit. Alors que par son intellect, il peut forger une idée de ce qu'est le pathétique ou le grand, il doit ensuite trouver les moyens de faire correspondre cette idée à ce qui paraît touchant et horrible à l'œil, ce qui n'a rien d'évident. Cette traduction permet à l'artiste de mettre en valeur son génie. Ainsi, quand Nicolas Poussin fait le choix, quand il peint la scène, non pas d'asseoir le Christ et les apôtres autour de la table, comme l'ont fait ses prédécesseurs, mais de les allonger sur des lits de table, que les Romains appelaient des triclinium, il montre l'étendue de sa culture et la vivacité de son esprit, capable de renouveler les conventions les plus usées. Mais il fait aussi valoir la vraisemblance et la convenance de la scène, ce que l'on appelle souvent le costume, dans les textes du XVIe et du XVIIe siècle, qu'il présente en se fondant sur la manière dont il imagine qu'a eu lieu ce repas selon les mœurs romaines de l'époque du Christ.